Que vaut l'orgueil quand son prix se mesure en dizaines de milliers de cadavres pourrissant sur pied? Les glaives de bronze s'émoussent inutilement contre la pierre. Les patrouilles achéennes ratissent à l'aveugle les rives calcinées du Scamandre. La mer recrache méthodiquement sur le sable noirci les débris des galères de combat. La plus grande armée du monde antique est prise à son propre piège. Des centaines de rois et une multitude innombrable de guerriers ont traversé la mer Égée pour une vengeance éclair, mais se retrouvent otages de remparts étrangers. Comme le rapportent les chroniques antiques, les grands héros ne périssent pas ici sous les coups nobles de la lance. C'est la banale dysenterie qui les fauche. La fièvre les étouffe sous des tentes fétides. Nous sommes en l'an 1184 avant notre ère. Au terme de la 10e année d'un siège épuisant, le conflit s'enlise dans une impasse totale. Troie ne cède pas. La coalition achéenne se décompose à vue d'œil. Le camp des assiégeants se transforme en une immense nécropole pestilentielle. Les carcasses de bois de centaines de navires tirés sur le rivage il y a 10 longues années se dessèchent et craquent sous un soleil impitoyable. Les cordages tombent en poussière. Les voiles pourrissent, rongés par la moisissure noire. Battre en retraite par la mer sur des vaisseaux percés équivaudrait à un suicide collectif. Il n'y a plus de bois pour les réparations. Tous les environs ont été rasés depuis longtemps pour le bois de chauffage et les bûchers funéraires. Prendre la ville par un assaut frontal est devenu une impossibilité physique. Les murs cyclopéens de Troie dominent la plaine. Les blocs de pierre sont si parfaitement ajustés qu'on ne pourrait y glisser la lame d'un couteau. Au sommet de ces tours se tiennent les guetteurs troyens. Un simple garde, appuyé contre un parapet brûlant, essuie d'un silement une sueur âcre. Il est exténué. Il a oublié le goût de la viande fraîche. Mais il regarde vers le bas avec un mépris arrogant. Sa cité verrouille les routes commerciales clés de l'Égée, et c'est précisément cette richesse colossale enfermée dans les greniers qui empêche les Achéens de reculer. La cupidité enchaîne l'armée d'Agamemnon plus sûrement que n'importe quel fer. Le cuivre, l'or et le contrôle des détroits, voilà le véritable enjeu de cette guerre, dissimulé derrière le beau mythe de la reine enlevée. Mais la discipline de fer des Grecs se fissure. Des mutineries spontanées éclatent dans les rangs. Des guerriers affamés, couverts d'ulcères et de cicatrices, s'assemblent devant les tentes des chefs. Ils exigent le retour immédiat au pays. Agamemnon perd le contrôle. Ses ordres se noient dans le grondement sourd d'une foule en armes. Chaque matin, des commandants fidèles traînent les instigateurs vers des poteaux de bois à la lisière du camp. D'atroces exécutions publiques deviennent le seul instrument de maintien du pouvoir. À coups de fouet et par une cruauté exemplaire, les généraux tentent de souder une machine de guerre qui craque de toutes parts. La tension dans le camp atteint un point critique. Un mot de travers, une étincelle, et cette armée de milliers d'hommes retournera ses lames contre ses propres chefs. La guerre exige brutalement un nouveau paradigme. La force brute a définitivement échoué. Les béliers volent en éclats contre les portes inexpugnables. Les sapes s'effondrent sur la tête des mineurs, les enterrant vivants sous le poids de la terre. Chaque sortie nocturne ne se solde que par de nouveaux chariots chargés de cadavres. La fumée des bûchers funéraires obscurcit le ciel de la plaine chaque nuit. L'odeur de chair brûlée a imprégné la peau de chaque survivant. C'est à ce moment précis d'une stagnation sanglante absolue
qu'émerge une forme de guerre totalement différente. L'art du mensonge. Ulysse, roi d'Ithaque, ne croit pas au combat loyal. Il reste des heures à la limite de portée de flèche, étudiant froidement l'appareil inerte des fortifications troyennes. Son esprit fonctionne autrement. Tandis qu'Agamemnon recompte avec rage les pertes quotidiennes, Ulysse cherche une faille structurelle dans la psyché des défenseurs. Il évalue l'ennemi non comme une armée, mais comme un mécanisme. Il comprend une vérité immuable. Ses portes sont imprenables de l'extérieur. On ne peut les ouvrir que de l'intérieur. L'élite troyenne, au contraire, s'enivre de son invulnérabilité. Le roi Priam et ses conseillers militaires croient aveuglément en l'épaisseur indestructible de la pierre. Ils voient dans chaque assaut repoussé une confirmation directe de leur élection divine. Cette outrecuidance arrogante est leur principale faiblesse, leur faille fatale. L'isolation longue et exténuante déforme la perception de la réalité. La tension constante des premières années a fait place à un mépris dangereux pour l'ennemi. Et le mépris précède toujours le désastre. Les dirigeants troyens ont oublié que le siège ne brise pas seulement les murs, mais aussi les esprits. Tandis que dans la cité assiégée, on recompte scrupuleusement les maigres restes de grains dans l'espoir de tenir plus longtemps que l'ennemi, un plan naît sous la tente d'Ulysse. Un plan qui balaie toutes les règles connues de la guerre de l'âge du bronze. Ce n'est pas une tactique de percée fulgurante. C'est un sabotage psychologique à plusieurs niveaux. L'idée semble folle et provoque d'abord la fureur des chefs conservateurs. Mais la faim les force à écouter. Les Achéens vont devoir jouer sur les instincts les plus primaires de l'adversaire, sur sa cupidité, sur sa vanité, sur son désir pathologique et désespéré de croire au miracle après 10 longues années de privation. Les mots d'Ulysse furent ceux-ci. Si l'ennemi s'enorgueillit de son invulnérabilité, il faut lui offrir un symbole de cet orgueil, farci de mort. La nuit même, à l'autre extrémité du camp achéen, on commence à abattre le bois de marine rescapé. Le choc des haches pesantes résonne en écho sourd sur la plaine morte. Les Troyens, du haut de leur tour, ignorent encore que ce son monotone scande les dernières heures de leur civilisation. La poix et les planches sciées se mueront bientôt en un nœud coulant autour de la gorge de la cité imprenable. Dans Troie la condamnée, le roi contemple ce nœud avec ravissement, prenant le début de la fin pour un don providentiel. Après 10 ans d'une isolation étouffante, ce n'est pas le son d'un corps de guerre qui déchire la brume matinale au-dessus des portes C. C'est le cri saccadé, presque hystérique, d'une sentinelle. Le voile épais glisse lentement vers la mer, révélant un tableau impossible, choquant. Là où pendant de longues années s'étalait le campement noir de milliers d'ennemis bouillonnant de haine et de cliquetis d'armes, ne fume plus que la cendre des foyers mourants. Le rivage est désert. Les centaines de mâts incurvés qui rayaient l'horizon ont disparu sans laisser de traces. La mer est absolument vide. Les Troyens se figent sur les parapets de pierre. L'air vibre d'une stupeur indicible. Les lourds verrous de bronze, immobiles depuis le début du siège, reculent dans un hurlement d'effort. Les gonds grincent sous la rouille séculaire. Le ventail s'entr'ouvre lentement. D'abord avec hésitation, bouclier serré, une avant-garde armée sort. Les guerriers foulent la terre brûlée. Ils s'attendent à une embuscade sortant de chaque tranchée abandonnée.
Ils fouillent méthodiquement chaque tas de cendres. Mais il n'y a autour d'eux que de la poussière grise. Des éclats d'amphores brisés, de vieux ossements, la puanteur insoutenable des latrines en décomposition. À la suite des détachements, une foule s'engouffre hors des portes. 10 ans de claustrophobie éclatent en un rugissement sauvage et primaire. Des milliers de citadins exténués courent sur le sable brûlant. Ils tombent à genoux, ils avalent goulûment le vent salé, refusant catégoriquement de croire à leur propre salut. Le ressort psychologique, comprimé jusqu'à sa limite critique, se détend avec une force dévastatrice. La ville se déverse au dehors, au-devant de sa perte inévitable. C'est au centre de ce délire collectif qu'une anomalie colossale capte l'attention de la foule. Au milieu du brasier abandonné, tel un monument funéraire à la guerre elle-même, se dresse une construction monstrueuse. Un cheval de bois aux dimensions proprement gigantesques. Ses flancs grossiers sont assemblés à partir de planches épaisses, noircies par le sel marin. Il s'en dégage une odeur forte et âcre de pois chauffés au soleil et de bois brut. Les dimensions imposantes de l'édifice écrasent les volontés. L'idole surplombe, immobile, les hommes qui s'agitent. Tandis que le bas peuple sombre dans l'extase, l'élite troyenne conserve une tension froide. Le roi Priam, s'appuyant lourdement sur son sceptre, s'approche du colosse entouré de sa garde personnelle. Les visages de ses conseillers sont crispés par un mélange complexe de suspicion et de cupidité refoulée. Un marchandage politique dur et cynique s'engage sur les décombres du camp ennemi. Les jeunes chefs de guerre exigent de brûler immédiatement la structure. Ils y voient un piège flagrant. Les regards acérés des vétérans glissent avec méfiance sur les jointures anormalement serrées des planches. Ils proposent de transpercer le bordage de lourdes lances, de précipiter le monstre du haut de la falaise sur les rochers tranchants, d'anéantir jusqu'au souvenir du siège. Mais le pragmatisme militaire se brise instantanément contre le fanatisme politique. Les prêtres désignent des symboles grossièrement gravés sur le flanc de l'idole. Selon leur version, les Achéens auraient dédié ce cheval à la déesse Athéna. C'est le prix pour les sanctuaires profanés. Une supplique pour un retour sans encombre à travers les tempêtes. Cette hypothèse devient l'excuse idéale pour la caste dirigeante. Posséder le don d'une déesse puissante, c'est s'approprier sa protection et affirmer à jamais sa supériorité sur ses voisins. L'hypocrisie et la vanité l'emportent sur la prudence instinctive élémentaire. Aucun des dirigeants ne veut détruire de ses propres mains la source d'un futur pouvoir absolu. Ils se disputent avec acharnement sur le statut de ce trophée sacré, sans même tenter d'en explorer sérieusement les entrailles. Vers le milieu du jour, la rumeur de l'offrande divine submerge définitivement les rues étroites de Troie. La ville s'enivre à toute vitesse, sans une goutte de vin. 10 ans d'épuisement physique et moral exigent une décharge immédiate et inconditionnelle. Les gens refusent catégoriquement de croire à une menace cachée. La raison d'un peuple entier rejette violemment la possibilité même de la poursuite des combats. L'euphorie mute instantanément en psychose collective. La discipline s'effondre à vue d'œil. Les commandants tentent d'établir des cordons de sécurité aux portes, mais les soldats épuisés jettent simplement leurs boucliers à terre et se fondent dans la foule en liesse. Les Troyens ramènent vers le colosse d'épais cordages de marine, obligeamment laissés sur le sable par un ennemi rusé. Des centaines de mains calleuses s'agrippent aux chanvres rugueux.
Il ligote solidement les supports massifs du monstre de bois. Les gens s'apprêtent volontairement à traîner cette malédiction jusque dans leur propre foyer. Le véritable piège ne se referme pas au moment où les saboteurs achéens s'embusquent dans les ténèbres du ventre de bois. Le véritable piège se referme maintenant. La victime accepte avec jubilation de passer son cou dans le collier mortel. Tandis que les dirigeants se partagent avec morgue une gloire politique pas encore acquise, et que la foule en délire s'époumonne en hymne de victoire, personne à l'extérieur ne remarque un détail critique. Personne n'entend le son métallique sourd, à peine perceptible, provenant des profondeurs du ventre de bois chauffé à blanc par le soleil. Comme si quelqu'un à l'intérieur, étouffant sous une chaleur insupportable, avait accidentellement heurté un étai de chêne avec la lame d'une épée. Mais le rugissement triomphal de dizaines de milliers de gorges absorbe sûrement, et pour toujours, ce premier grincement du carnage nocturne imminent. L'architecte de la mort attend déjà son heure, tandis que la sueur inonde les yeux de ceux qui sont enfermés dans le bois étouffant. À l'intérieur du ventre de chêne brûlant, il n'y a pas de place pour le triomphe. C'est l'asphyxie qui règne. L'architecte Épéios suffoque sous les remugles fétides de la sueur humaine et de la poix chauffée par un soleil de plomb. Quelques dizaines de combattants achéens d'élite sont assis épaule contre épaule dans des ténèbres totales. L'air devient épais, gluant. Il n'y a presque plus rien à respirer. Ulysse, d'un regard froid et calculateur, contrôle chaque guerrier dans cette étroite prison de bois. Les cnémides de bronze sont étroitement enveloppés de gros chiffons. Les épées sont bloquées dans leurs fourreaux. Pas un bruit. Pas un mouvement accidentel. Pas une quinte de toute traîtresse. Un seul tintement de métal et la structure ingénieuse se transformerait instantanément en une fosse commune géante. Ce colosse de bois est un chef-d'œuvre d'ingénierie militaire. Épéios a calculé avec une précision mathématique tous les paramètres physiques. Un équilibre parfait dans la répartition du poids. Un système de ventilation occulte via des fentes camouflées dans la crinière artificielle. Une fiabilité maximale des échelles de cordes internes. Mais il ne pouvait annuler le soleil impitoyable de Léger. La température à l'intérieur de l'espace clos grimpe sans cesse. Le métal brûlant des lourdes armures calcine cruellement les peaux moites. Les hommes endurent ce supplice en silence, les dents serrées, écoutant avec tension le vacarme étouffé du dehors. À l'extérieur, se joue un drame historique d'une toute autre nature. Le prêtre Laocoon, fendant avec rage la foule en liesse et déjà ivre, s'avance jusqu'au pied même de la statue. Il voit ce que les citadins, aveuglés par une euphorie soudaine, refusent catégoriquement de remarquer. Le poids anormalement élevé de la structure, qui ne correspond pas à une offrande ordinaire. Les traces trop profondes et contre nature laissées par les larges patins de bois sur le sable du rivage. Comme le rapportent les chroniques antiques, le prêtre arrache à un garde voisin une lourde lance de combat. Un élan brusque, un coup précis. La pointe de bronze s'enfonce avec une force immense dans le flanc de bois compact. Un grondement sourd et viscéral se propage de manière menaçante sur la plage. À l'intérieur de la structure, le bronze caché cliquette à peine. Les mots de Laocoon résonnent comme une sentence. Ne croyez pas aux présents porteurs de mort, même s'ils ont été laissés par des fuyards lâches. Désespéré, il supplie de brûler immédiatement l'édifice, de le fracasser à la hache. À ses côtés, la prophétesse Cassandre hurle son hystérie. Sa voix perçante se noie désespérément dans le brouhaha des moqueries. La foule
rit ouvertement. Les dirigeants de Troie se contentent de grimacer d'agacement. Ils ont déjà, en pensée, partagé ce colossal trophée politique et ne toléreront pas le moindre doute sur leur triomphe. À la mi-journée de ce jour décisif, le degré de folie collective atteint son apogée. La chaleur insupportable fait fondre non seulement l'air immobile, mais aussi tout esprit critique. Et c'est ici que se produit l'événement qui brise définitivement et irrévocablement la logique élémentaire de survie d'un État entier. De l'écume marine surgissent soudain 2 serpents gigantesques. Ils rampent avec célérité et dans un silence absolu sur le sable mouillé, droit vers l'autel de pierre où se tiennent Laocoon et ses fils. Les chroniqueurs décrivent ce phénomène comme une intervention directe des dieux. Les analystes de sang-froid notent autre chose. Le venin mortel des serpents ou un concours de circonstances naturelles tragiques élimine sans pitié le seul critique lucide du siège qui s'achève. Les reptiles s'enroulent instantanément autour des corps des victimes. Le prêtre étouffe dans les anneaux musculaires serrés. Asphyxie, craquement d'os, chute. La foule, sous le choc d'une terreur primaire, recule. Pas un soldat ne tire son épée. Personne ne se précipite à l'aide. Les Troyens contemplent, fascinés, cette exécution publique exemplaire et cruelle. Pour eux, ce n'est pas une tragédie insensée, mais une preuve absolue, irréfutable. Les puissances supérieures ont châtié sévèrement celui qui a osé lever une arme contre le don sacré. Les doutes meurent instantanément avec le prêtre râlant sur le sable. L'infection psychologique prend le contrôle total des esprits de l'élite militaire troyenne. L'énorme idole de bois est reconnue sans condition comme une relique d'État inviolable. Mais surgit alors une impasse logistique insurmontable. Les dimensions du monstre dépassent largement la hauteur et la largeur de la baie de pierre des portes C. La construction ne peut physiquement pas pénétrer dans la ville. Pendant 10 longues années, les ingénieurs troyens s'étaient enorgueillis à juste titre de ces portes indestructibles. Pendant 10 ans, le calcaire dur avait résisté aux coups les plus lourds des béliers achéens. Aucune armée du monde antique n'avait pu forcer ces massifs battants de chêne. Mais ce que la force physique brute d'une coalition multinationale n'a pu faire, la foi aveugle et fanatique de ses propres citoyens l'accomplit maintenant. Le roi Priam, enivré par un faux sentiment de sécurité divine, donne un ordre suicidaire et paradoxal: démanteler une partie du mur de défense principal. La foule accueille cette commande funeste avec une joie sauvage et un enthousiasme incroyable. Les gens courent en masse chercher des barres de fer. Ils prennent de lourds pics. Les maçons, qui hier encore risquaient leur vie pour consolider les fissures sous les tirs des archers, s'acharnent maintenant à arracher les blocs cyclopéens. La pierre antique cède lentement. Les citadins détruisent méthodiquement, de leurs propres mains, leur carapace inexpugnable. Une épaisse poussière grise s'élève en nuages denses au-dessus de la ville en liesse. La brèche dans la défense s'élargit inexorablement à chaque minute. Le monolithe de pierre n'est pas tombé sous les glaives ennemis, mais par la décision volontaire de la victime. Les défenseurs préparent avec délectation la voie royale pour leur propre perte, la traînant littéralement jusqu'au cœur protégé de l'acropole. Et à cet instant, à l'intérieur du ventre de bois brûlant, Ulysse entend distinctement le son sourd des premiers blocs de pierre qui s'effondrent. Les épais essieux de bois poussent un premier grincement assourdissant, et le colosse commence son mouvement droit vers la plaie ouverte de la cité. Les épais essieux de bois poussent un grincement assourdissant,
broyant sous eux les débris de l'antique maçonnerie de calcaire. La structure de plusieurs tonnes s'ébranle lourdement, s'engouffrant avec un craquement douloureux dans la brèche pratiquée. Des centaines d'hommes s'attellent au cordage de marine imprégné de sel. Leurs pieds nus glissent sur la poussière de pierre blanche. Les muscles saillent sous une tension physique extrême. La foule traîne littéralement sa propre mort sur la pente raide menant au cœur de l'acropole. Les roues du colosse laissent des ornières profondes et hideuses sur les rues parfaitement pavées. Le bois gémit sous les dénivelés. Le frottement violent contre les pierres dégage une odeur âcre de brûlé. Ce n'est pas un défilé triomphal solennel. Un observateur y verrait une opération logistique lourde et épuisante d'autodestruction nationale. Les hommes se brisent le dos. Les gens s'écorchent les paumes jusqu'au sang. Mais ils continuent de tirer l'attelage avec un ravissement dément et fanatique. Les dimensions de l'édifice sont trop vastes, même pour le passage élargi à la hâte. L'idole se coince dans un virage serré. Le poitrail massif de bois heurte violemment un seuil de pierre. Un choc puissant. Un grondement vibratoire sourd se propage dans les rues étroites. L'inertie stoppe net la procession. Et c'est à cette seconde précise que se produit ce qui aurait dû instantanément dessouler n'importe quel vétéran. Sous la violence du choc, à l'intérieur du ventre de bois verrouillé, le bronze pesant cliquette dans un tintement métallique assourdissant. Le son des boucliers s'entrechoquant perce distinctement le vacarme désordonné de la foule. C'est la preuve physique de la menace cachée. Pendant un court instant, le cortège se fige. Dans cet unique moment de silence se joue le destin d'une civilisation entière. Un seul ordre ferme d'arrêt suffirait. Mais l'euphorie a déjà déconnecté les instincts de survie élémentaires de tout un peuple. La foule en liesse interprète le cliquetis des armes cachées comme le grondement approbateur de la déesse elle-même. Les cordages se tendent à nouveau jusqu'à la rupture. Les roues bloquées franchissent l'obstacle dans un craquement sinistre. Alors que les ombres du crépuscule s'étirent pour masquer les ruines de la muraille éventrée, l'objet monstrueux atteint le point culminant de la cité. Le roi Priam prend alors sa dernière décision politique, la plus catastrophique de son règne. Il ordonne d'installer le trophée sur la place centrale, face au sanctuaire principal. Cet acte relève de la pure folie tactique. Un immense caisson aveugle, non inspecté, abandonné par un adversaire réputé pour sa cruauté, est placé au cœur même du dispositif de l'État. À 30 pas se trouvent les appartements royaux. À proximité immédiate, le trésor public et les arsenaux de réserve. Ce sont les Troyens eux-mêmes qui, de leur plein gré et au rythme d'hymnes solennels, ont escorté ce commando de sabotage derrière leur ligne de défense réputée imprenable. Ils ont placé l'ennemi dans une position idéale pour une prise de pouvoir totale. Le génie tactique de l'agresseur n'a atteint sa perfection que grâce au concours de la victime elle-même. De longues heures après le coucher du soleil, le tableau change radicalement. Le triomphe diurne se mue en une bacchanale nocturne effrénée. 10 années d'une discipline de fer, de rations de famine et d'alerte permanente cèdent la place à une perte de contrôle absolue. Des celliers de l'État, on tire des centaines d'amphores de terre cuite gorgées de vin. Les rues sont bientôt submergées par une foule ivre. La ville noie littéralement 10 ans d'angoisse viscérale dans un alcool pur et violent. Les larges places se transforment en banquets chaotiques et sordides. La subordination militaire s'évapore dès les premières coupes vidées. Personne ne songe à la relève de la garde. Les officiers
abandonnent leur poste de guet pour rejoindre les simples soldats. Les lourdes cuirasses de bronze jonchent le sol poussiéreux et les épées sont entassées négligemment dans les recoins. Au milieu de la nuit, la jadis redoutable Troie n'est plus qu'une proie sans défense. Les hautes tours de guet sont désertes. Les sentinelles épuisées s'endorment à même la pierre chaude des parapets. Les lourdes portes en chêne des entrepôts restent béantes. L'élite politique dort d'un sommeil de plomb dans ses palais, bercée par l'illusion fallacieuse d'une sécurité absolue. La ville est ivre. La ville est aveugle. La ville est physiquement paralysée par son propre triomphe. La place du sanctuaire plonge progressivement dans un silence profond et contre nature, seulement rompu par les ronflements avinés des anciens défenseurs et le crépitement sec des torches qui s'éteignent. L'immense silhouette de bois se dresse, immobile, au-dessus des corps. Elle projette une ombre longue et noire sur les marches de marbre du temple. À l'extérieur, rien ne bouge. Mais à l'intérieur de cette carcasse, une vie froide et calculatrice pulse déjà. Dans l'obscurité close et étouffante, couverts d'une sueur poisseuse, les saboteurs délient lentement leurs membres engourdis. Quelqu'un retire sans bruit les chiffons qui enveloppaient les cnémides de bronze. Des lames affûtées glissent doucement hors de leurs fourreaux. Les hommes attendent, sous tension, le signal convenu. Et tandis que les citadins font leur dernier rêve de paix, une main calleuse s'étend vers la trappe secrète, verrouillée de l'intérieur, dans le ventre du colosse. Un léger grincement de bois, presque imperceptible, déchire le silence nocturne. Le compte à rebours avant le carnage se compte désormais en minutes. À l'intérieur du monolithe de bois, le temps a cessé d'exister. Il ne reste qu'une obscurité confinée et le sang de respiration saccadé. Quelques dizaines de combattants achéens d'élite sont tapis en position fétale, les genoux pressés contre le menton. Les lourdes cuirasses écrasent impitoyablement les cages thoraciques. Les muscles sont pris de crampes douloureuses après de longues heures d'immobilité. Le bois refroidit lentement après une journée de soleil brûlant, mais l'oxygène manque cruellement. Chaque inspiration demande un effort physique immense. L'air est devenu insupportablement épais, saturé de vapeurs de sueur froide et d'une peur primaire. Ce n'est pas l'embuscade glorieuse de héros légendaires, mais un enterrement volontaire dans une fosse commune étroite et étouffante. Les parois de la structure agissent comme une gigantesque caisse de résonance. Le jour, elles ont absorbé le rugissement assourdissant de la foule, faisant vibrer les cloisons de chêne. Chaque contact accidentel, chaque coup porté contre le revêtement, résonnait comme un bourdonnement douloureux dans les oreilles des saboteurs cloîtrés. Ulysse se tient absolument immobile, au bord même de la trappe inférieure camouflée. Sa paume serre fermement la poignée moite de son glaive. Il écoute. Il évalue méthodiquement, tel un stratège impassible, chaque son extérieur. Les cris des ivrognes, le cliquetis des coupes tombant sur les dalles, le reflux progressif de la liesse. Soudain, l'ambiance sonore change. Le tumulte chaotique s'apaise. Des pas lents, marqués par une précision calculée, retentissent sur le marbre lisse de la place centrale. Les pas font lentement le tour de l'imposante construction, décrivant un cercle parfait. Une fois, deux fois, un arrêt soudain. Puis, à travers les épaisses planches imprégnées de sel, une voix de femme s'élève. Douce, incroyablement
effroyablement familière. Hélène, la cause première de ce carnage de 10 ans, entame sa propre guerre psychologique. Elle soupçonne une ruse et teste la solidité du piège. Hélène n'appelle pas les Achéens par leur nom. Elle fait quelque chose de bien plus cruel. Dans les ténèbres de l'espace clos, le timbre de voix des épouses des guerriers assiégeants résonne soudain. Hélène imite à la perfection leurs intonations. Elle appelle d'abord tendrement Diomède, avec la voix de sa femme, restée outre-mer. Puis, dans l'obscurité, retentit l'appel inquiet de Pénélope, adressé directement à Ulysse. C'est un coup psychologique d'une précision chirurgicale. Ces soldats, isolés du monde normal depuis 10 ans, épuisés par la chaleur et la claustrophobie, entendent soudain des voix chères juste derrière la mince paroi. L'esprit commence à céder sous la pression de ces hallucinations auditives. Un guerrier nommé Anticlo ne supporte plus la torture. Sa poitrine se soulève convulsivement, il ouvre une bouche desséchée pour hurler une réponse hystérique, prêt à trahir tout le détachement pour le mirage d'une vie passée. À la même fraction de seconde, les doigts d'Ulysse se referment comme un étau sur son visage. Le commandant bloque physiquement le cri mortel. Une lutte brutale et silencieuse s'engage dans le noir total. Une épaulière de bronze frotte traîtreusement contre le bois rugueux. On entend le râle étouffé de 2 hommes agrippés à mort. Ulysse pèse sur la mâchoire de son subordonné avec une force impitoyable, prêt à lui briser le cou sans hésiter pour préserver le secret de l'opération. Anticlo s'agite dans de brèves convulsions, mais la poigne de fer du chef est inflexible. Après quelques minutes infiniment longues, les pas à l'extérieur s'éloignent. Hélène s'enfonce dans la nuit, sans avoir obtenu la confirmation de ses doutes. À l'intérieur du cheval, il ne reste que l'inspiration rauque du guerrier, presque étranglé. Le pragmatisme froid du commandant vient d'écraser sans pitié la faiblesse humaine. Tandis qu'à l'intérieur du colosse, les hommes reprennent péniblement leur souffle, la phase critique suivante se déroule dans les rues plongées dans le noir. Sinon, l'espion achéen qui s'est livré aux Troyens pour accréditer la fable du don aux dieux sort de sa cachette. Il glisse sans bruit à travers les ombres denses des palais. Troie est plongée dans une lourde torpeur éthylique. Le ronflement épais de milliers d'hommes épuisés s'échappe de chaque porche. Les rares torches au carrefour se sont éteintes, ne dégageant plus qu'une fumée âcre. L'air est imprégné de l'odeur du vin aigre et des souillures. L'espion se déplace librement. Son objectif est la tour de guet orientale, le point le plus élevé, surplombant la côte et tourné vers le large. Sinon, enjambe froidement les corps des gardes. La garnison ne dort pas seulement. Elle est déconnectée de la réalité par son propre triomphe illusoire. L'espion monte rapidement l'escalier en colimaçon jusqu'au parapet. La brise nocturne lui fouette le visage. À l'horizon, là où l'île de Ténédos se cache derrière les récifs, règne un vide impénétrable. Mais c'est là, dans l'eau glacée, que des centaines de navires attendent. Toute l'armée d'Agamemnon scrute la ligne noire du rivage. Sinon sort de sa tunique un briquet et de l'amadou. Il fait jaillir une étincelle. Un premier éclat bref, un second. Le chiffon s'enflamme instantanément d'une lumière jaune et agressive. L'espion lève la torche bien au-dessus des créneaux. Le signal déchire violemment la nuit. Ce n'est pas seulement une flamme dans les ténèbres, c'est une sentence de mort immédiatement mise à exécution.
À l'autre bout de la baie, des milliers de rames s'abaissent dans l'eau salée de façon synchrone, sans la moindre éclaboussure. L'immense armada punitive commence sa progression inexorable vers des rivages sans défense. Ulysse, enfermé dans le ventre étouffant du cheval, ne peut voir cette lumière, mais il sent la marche implacable du temps. Il a compté chaque battement de cœur nécessaire à l'espion pour atteindre la tour. Dans l'espace clos, un déclic sec retentit. Le loquet de bois a été retiré. Le mécanisme fonctionne à la perfection. La trappe dérobée s'ouvre lentement, avec un grincement presque inaudible sur la place endormie. L'ouverture rectangulaire expose l'obscurité dense de la nuit. Une épaisse corde, tressée de tendons de bœuf, glisse au dehors comme un serpent et se pose souplement sur le marbre froid. Ulysse descend le premier. Ses mouvements sont précis, dénués de précipitation. Ses paumes serrent la corde rugueuse. Ses pieds, chaussés de cuir souple, touchent le sol sans bruit. L'un après l'autre, les saboteurs émergent des entrailles du trophée et se fondent dans les ombres du sanctuaire. Pas un seul cliquetis. Le métal est toujours emballé dans des chiffons, les armes solidement fixées. Ce ne sont plus des soldats, mais une machine à tuer parfaitement huilée, infiltrée au cœur du centre nerveux de l'ennemi. Autour d'eux s'étend la ville paralysée. Trois dorent d'un sommeil toxique, celui d'un épuisement absolu. Au terme de 10 ans d'attente de la mort, les habitants ne se sont autorisés à relâcher leur garde qu'une seule fois, et cette faiblesse leur est fatale. La place est jonchée de corps ronflants, affalés près des feux mourants, serrant des cruches vides. L'air est saturé de l'odeur lourde du vin tourné, de la sueur et de la graisse brûlée. Les Achéens évaluent froidement la situation. Aucune émotion, seulement un calcul rigoureux. Un geste bref du commandant dirige le groupe vers le premier objectif. À l'entrée du trésor, 2 sentinelles somnolent. Elles n'ont pas le temps d'ouvrir les yeux. Les saboteurs agissent avec une efficacité effrayante. Une attaque synchrone depuis l'angle mort, une prise de coup brutale, un coup de lame fatal sous la mâchoire. Aucun cri, aucun fracas d'armes. Les Achéens déposent délicatement les corps inertes, retenant leurs boucliers pour éviter tout bruit. Le silence, en ces minutes, devient l'arme la plus destructrice de la coalition. Il brise le destin de la cité imprenable, bien plus vite que des centaines de béliers de bronze. Le détachement se divise en 2 groupes tactiques. Le premier occupe les carrefours clés, bloquant l'accès au palais de Priam. Le second, mené par Ulysse, progresse rapidement d'une ombre à l'autre vers l'objectif principal de la campagne, les portes C. Les rues sont devenues un labyrinthe de corps endormis. Les saboteurs enjambent méthodiquement ceux qui sont venus anéantir. Le contraste est saisissant. L'innocence léthargique de la victime condamnée face à la concentration glaciale des bourreaux. Les portes C se dressent dans l'obscurité, monument de puissance architecturale. Pendant 10 ans, ces vantaux de chêne plaqués de cuivre ont résisté à toutes les pressions. Les espoirs de toute une génération de Grecs s'y sont brisés. À présent, 5 hommes s'approchent sans entrave du mécanisme interne. La garde a été liquidée avec la même méthode silencieuse. Les Achéens sortent des outres d'huile et lubrifient abondamment les charnières et les verrous massifs qui n'ont pas bougé depuis une décennie. Les lourdes barres de bois qui verrouillent les battants glissent hors de leurs encoches sans un grincement. Quelques dizaines de bras musclés poussent le bois rugueux. Ce que l'armée coalisée n'a pu forcer par des milliers d'assauts s'ouvre silencieusement de l'intérieur en 2 minutes.
La béance des portes dévoile le vide noir de la plaine. C'est précisément à cet instant, en synchronisation parfaite, que le ressac s'écarte devant l'armada qui approche. La flotte d'Agamemnon, guidée par le feu de la tour orientale, est déjà là. Des milliers de carènes s'enfoncent doucement dans le sable mouillé. L'eau bouillonne sous une multitude de jambes. Des dizaines de milliers de guerriers, armés jusqu'aux dents, sautent sans un bruit dans les hauts fonds. Aucun cri de guerre, aucun son de trompe. Une masse humaine immense se déverse sur le rivage et s'élance en un flot compact vers les portes hospitalièrement ouvertes. L'avant-garde achéenne s'engage déjà sous les voûtes des portes C, fusionnant avec les saboteurs. Ils passent sans encombre devant ce mur qui aurait dû être leur tombeau. Dans les mains des chefs apparaissent les premières torches, exhalant déjà l'odeur âcre de l'incendie à venir. Dans la ville, règne toujours un silence assourdissant. Mais c'est désormais celui d'une corde tendue à rompre. Des milliers de lames sortent de leurs fourreaux. Une réaction en chaîne irréversible est lancée. Et quand le premier silex fera jaillir l'étincelle, Troie s'éveillera au cœur de l'épilogue impitoyable de son histoire. Le silex produit la première étincelle. La paille sèche sur le toit d'un entrepôt s'embrase en quelques secondes. Le feu s'accroche au bois, se propageant aux auvents de la place du marché. Une fumée épaisse se dépose comme une couverture lourde sur les pavés, rampant inévitablement vers les fenêtres ouvertes des maisons. Troie ne se réveille pas au son des corps de guerre, mais d'une quinte de toux suffocante et d'une odeur de roussi qui brûle les yeux. Le sommeil toxique des défenseurs est brutalement interrompu. La stupeur des premières secondes est remplacée par le choc de la réalité. L'ennemi n'est pas derrière les murs. Il est déjà en train de défoncer les portes des maisons voisines. Les vétérans troyens cherchent leurs armes dans l'obscurité. Ils se précipitent dans les ruelles sans avoir eu le temps d'enfiler leur tunique de cuir ni de fixer leur cuirasse. Ils n'ont en main que des javelots légers et des lames courtes. Il n'y a aucune coordination. Le commandement est paralysé. Les officiers isolés dans leur quartier en flammes. Dans l'obscurité déchirée par les lueurs vacillantes de l'incendie, des groupes désorganisés se heurtent à une supériorité tactique absolue. Les détachements achéens ne courent pas comme une foule hurlante. Ils progressent en formation serrée, mathématiquement précise. L'éclat froid du bronze poli reflète sinistrement les langues de feu. Les fantassins grecs nettoient méthodiquement un secteur après l'autre. Ce n'est pas un noble duel d'honneur, mais une mécanique d'extermination. Un coup d'estoc rapide, un choc sourd du bouclier en plein visage, un pas assuré en avant. Les assaillants agissent en totale cohésion. Les rues se couvrent si vite de corps que les rangs d'attaque doivent marcher sur un tapis de chair. Les marches de marbre des demeures aisées deviennent des pièges glissants. L'effet de surprise pousse des hommes à moitié nus directement sur une forêt de lances. Par les portes C, les forces principales de la coalition se déversent en un flux continu. Agamemnon entre sur son lourd char de combat. Son visage n'exprime aucun triomphe, seulement un calcul froid. 10 ans de calvaire logistique, d'épidémies et de défaites exigent une compensation disproportionnée. Agamemnon donne un ordre d'un pragmatisme extrême. L'extermination de toute la population mâle. L'âge ou le statut n'ont aucune importance. Ce n'est pas un accès de rage, mais une annihilation planifiée. Le but est de rayer à jamais l'état ennemi de la carte du monde. Le fracas assourdissant du combat sature l'espace. Le crépitement des poutres qui s'effondrent couvre les ordres brefs. Les flammes projettent sur le calcaire des ombres gigantesques et difformes.
Aveuglés par la fumée et la poussière, les Troyens frappent au hasard, blessant parfois leurs propres voisins dans la confusion. Les Achéens, au contraire, utilisent le feu comme un outil tactique. Ils incendient délibérément les bâtiments d'angle pour couper les voies de retraite et acculer les défenseurs dans des nasses sans issue. Chaque bâtiment d'habitation investi est soumis à un ratissage immédiat et implacable. Des coups de pied violents défoncent les portes closes. Une fouille sommaire des lieux s'ensuit. Les femmes et les enfants sont brutalement arrachés aux dépouilles de leurs maris. Ils sont aussitôt rassemblés dans des zones de regroupement gardées près des portes, pour être ensuite rigoureusement inventoriés comme un précieux butin de guerre. Le cynisme bureaucratique de cette opération brise les volontés plus sûrement que le fer nu. Les commandants se répartissent les secteurs riches à la volée, marquant la progression de leurs troupes à travers la cité en flammes. Les tentatives d'organiser des points d'appui locaux s'effondrent en quelques minutes. Les défenseurs érigent à la hâte de fragiles barricades faites de chariots renversés et de lourds meubles de maison. Mais l'infanterie de bronze enfonce simplement ces obstacles par un mur de boucliers compacts. Ceux qui tentent de jeter des pierres depuis les toits plats des maisons tombent immédiatement, méthodiquement abattus par les tirs coordonnés et précis d'archers professionnels. L'illusion de sécurité s'évapore avec la fraîcheur matinale. Le désarroi des gens arrachés au sommeil se brise sans espoir contre la fureur calculée de guerriers aguerris. La cité antique perd rapidement son ordonnance. Les quartiers résidentiels se transforment en secteurs de mort isolés, bloqués par les flammes. Une multitude de petits foyers d'incendie fusionnent rapidement en un brasier unique et mugissant. Cette muraille de chaleur dévastatrice progresse inexorablement depuis les quartiers bas marchands, remontant la pente raide de la colline. La machine de guerre achéenne, parfaitement huilée, refoule méthodiquement, mètre par mètre, les restes d'une résistance désespérée et hystérique vers le centre même. Droit vers les fortifications imposantes du complexe palatial de Priam, où la garde d'élite se prépare à livrer son dernier combat. La fumée enserre le cœur de l'acropole dans un anneau dense. Des vagues d'assaillants déferlent sans interruption sur les dernières fortifications. Le palais de Priam, symbole ultime d'un pouvoir absolu et d'une richesse colossale. De longues heures d'un assaut nocturne méthodique l'ont transformé en une bête acculée. Les murs cyclopéens du complexe encaissent encore le choc. La garde d'élite du palais, ayant épuisé ses réserves de flèches, précipite sur la tête des assaillants de lourds éléments architecturaux. Corniches de marbre sculptés, débris de statues arrachées à leurs piédestaux. La pierre antique broie dans un craquement sourd le bronze des boucliers achéens et les os des attaquants. Ici, la défense n'a plus de plan tactique. Elle ne tient que par l'instinct de survie et une peur animale devant une fin inéluctable. Mais la stratégie des assaillants est absolument impassible. Ils ne gaspillent pas leurs ressources humaines dans un assaut insensé contre des murs abrupts. Les sapeurs achéens concentrent tous leurs efforts sur un seul point vulnérable, les grandes portes d'apparat. À l'avant-garde du groupe d'assaut se tient Néoptolème, le fils d'Achille. De son illustre père, il n'a pas hérité de la noblesse épique, mais exclusivement de la cruauté froide et pragmatique d'un bourreau professionnel. Dans ses mains musclées, il serre une lourde hache de guerre à double tranchant. L'outil s'enfonce dans les panneaux de chêne massifs avec un cognement monotone et rythmé. Un coup, le craquement sec du bois qui éclate. Une brève expiration pour un nouvel élan. Encore un coup fracassant. Le métal trempé déchire méthodiquement les fibres séculaires. Les gonds de bronze qui retiennent les battants gigantesques hurlent sous la tension extrême et la déformation brutale. Les gardes troyens, barricadés de l'autre côté des portes,
ressentent ce rythme de destruction inévitable jusque dans leurs os. La vibration de chaque impact se transmet à travers leurs mains tremblantes qui serrent convulsivement les hampes de leurs lances. La pression psychologique dans l'espace clos du vestibule augmente à chaque seconde. Exactement 2 heures avant l'aube, la poutre maîtresse cède. Un grondement de tonnerre, celui du bois qui se rompt, couvre le vacarme général de la ville en feu. La structure massive des portes s'effondre avec un fracas terrible à l'intérieur de la cour. Un épais nuage de poussière de chaux s'élève dans l'air brûlant. Une vague d'infanterie lourde, bardée de bronze, envahit immédiatement les vastes salles d'apparat. La géométrie défensive est définitivement brisée. À ce moment critique, la garde prend sa dernière décision, la plus destructrice. La formation se désagrège de manière irréversible. Une partie des officiers supérieurs, en proie à la panique, arrachent leurs lourds insignes de commandement. Ils jettent leurs boucliers sur les sols polis. Ils tentent désespérément de se cacher dans les labyrinthes sombres des appartements des femmes, des celliers et des locaux de service. Cette débandade des chefs effondre instantanément la dernière ligne de résistance organisée. Le front uni se fragmente en une série d'escarmouches locales chaotiques, vouées à un écrasement rapide. Les passages étroits du complexe palatial deviennent instantanément des pièges sans issue. Les sols de marbre deviennent insupportablement glissants. Les assaillants ne font pas de prisonniers dans ces espaces restreints. Ils appliquent une tactique de nettoyage froid et méthodique. Un coup violent du tranchant du bouclier en plein visage. Une estocade rapide et fatale de l'épée courte. Un pas assuré de l'unité de tête par-dessus le corps abattu. Aucun accroc dans le rythme imposé. La panique dans les cours intérieures atteint son paroxysme. Il n'y a physiquement nulle part où fuir. Les murs aveugles, qui, pendant 10 longues années, avaient isolé les habitants de la dure réalité, se sont transformés en une souricière parfaite. Le regard saisit l'essence même de l'effondrement. Une cour intérieure à ciel ouvert. Un vieil hôtel domestique enveloppé d'une fumée épaisse. C'est là que se tient le vieux roi Priam. Pendant des décennies, cet homme a dicté sans contestation sa volonté politique à ses voisins. À présent, il ressemble à un vieillard profondément désorienté, assourdi par les cris et le craquement des charpentes qui s'écroulent. Ses mains tremblantes tentent de fixer sur sa poitrine décharnée une armure de parade richement ornée. Cette tentative de retrouver une grandeur déchue n'est pas tragique. Elle est absolument dénuée de sens. Le plastron de bronze pend de travers, ne faisant qu'entraver ses rares mouvements. L'épée familiale glisse de ses doigts affaiblis. La lame teinte en frappant les marches de pierre de l'autel. L'illusion de l'inviolabilité divine tombe en poussière plus vite que ne brûlent les colonnes. Le groupe d'assaut de Néoptolème fait irruption dans cette dernière cour. Pas d'emphase théâtrale. Pour le commandant achéen, Priam a cessé depuis longtemps d'être une figure sacrée. Il n'est plus que l'objectif politique principal, le dernier marqueur d'une souveraineté qu'il faut effacer sur le champ. Néoptolème fait une fente rapide pour réduire la distance. Une estocade courte, mathématiquement précise, tranche la vie d'une dynastie pluriséculaire au pied même des sanctuaires. Le corps du souverain s'affaisse lourdement sur le marbre froid. Fait brutal de l'époque, ni les longues prières, ni l'épaisseur des murs ne sauvent jamais d'une lame acérée quand on a soi-même laissé entrer l'ennemi dans sa demeure. La mort du roi près de l'autel domestique donne le signal final. La dernière barrière psychologique est tombée, et l'armée de pillards se répand dans les sanctuaires intérieurs avec un rugissement sourd. Les lieux de culte, qui accumulaient depuis des siècles l'or et les offrandes de toutes les géides, se transforment promptement
en centre névralgique du pillage. Les lourdes sandales cloutées des fantassins achéens broient les mosaïques antiques. Des groupes de soldats ratissent méthodiquement les temples. Ils agissent avec l'efficacité effrayante de collecteurs d'impôts dont le seul instrument de recouvrement est le bronze aiguisé. Des statues géantes de dieux, recouvertes d'argent, basculent de leurs piédestaux dans un fracas assourdissant. Les soldats arrachent furieusement les plaques de revêtements précieuses, sans prêter attention aux orbites vides des idoles renversées. À cet instant, la religion cède définitivement la place à l'économie de guerre pure et concentrée. La richesse séculaire d'une cité prestigieuse est compressée dans des sacs de campagne en quelques heures d'une fureur aveugle, mais extrêmement calculée. Dans le temple principal d'Athéna se joue une scène qui fixera à jamais la faillite morale des vainqueurs. La fumée épaisse des incendies rampe déjà sur les dalles de marbre. La prophétesse Cassandre, dont les avertissements hystériques n'avaient suscité que les moqueries irritées de la foule, s'agrippe désespérément à l'antique statue de bois de la déesse. Elle cherche une protection sacrée là où la protection physique a déjà été totalement anéantie. Mais cette nuit, le sacré est mort. Ajax le Locrien, commandant de l'un des détachements de pointe, fait irruption dans le sanctuaire. Dans ses mouvements rapides, il n'y a pas le moindre frémissement devant l'autel antique, seulement l'instinct froid du conquérant. Il n'engage aucune négociation. Ajax donne une secousse brutale. Il arrache sauvagement la prophétesse au bois sacré. La force de l'attraction est telle que la statue massive s'incline dans un craquement sec et s'abat sur le sol avec la victime. Cette action est un acte de profanation absolue. Les règles de la guerre sont officiellement abolies. La ville est livrée à une curée totale et chaque vainqueur prend sa part de trophées, vivant ou mort, sans se soucier le moins du monde d'une hypothétique colère céleste. Le feu poursuit son travail méthodique, dévorant l'oxygène des étroits couloirs du palais. Profondément sous terre, dans les massives chambres du trésor, se cache le dernier espoir de la ville. Des civils, des femmes et des enfants de la haute noblesse se sont enfermés derrière d'épaisses portes de cuivre. Ils sont assis dans une obscurité totale et étouffante, tressaillant convulsivement à chaque choc sourd venant d'en haut. Mais l'acoustique des souterrains transmet impitoyablement le son de la catastrophe imminente. Les sapeurs achéens ne perdent pas de temps à chercher des clés. Ils utilisent de lourdes masses et de longs leviers métalliques. Le cuivre se déforme dans un hurlement strident. Les verrous lâchent l'un après l'autre. Les portes cèdent enfin, et la lumière jaune et agressive des torches envahit les caves. Aveuglés, suffocants de peur, les gens se serrent contre les murs de pierre froide. Dans les yeux des soldats de la coalition, il n'y a pas de haine ouverte. Il n'y a qu'un froid recensement. Un tri extrêmement rigoureux du cheptel humain capturé commence. Les épouses et les filles royales, dont les bras étaient encore ornés ce matin de massifs bracelets d'or, sont brutalement alignées en colonnes. Les bijoux sont arrachés directement des poignets. La soie coûteuse se déchire. L'élite politique d'hier se transforme rapidement en une marchandise humaine totalement dépourvue de droits. On ne les tue pas dans les caves. On les préserve soigneusement comme la partie la plus précieuse du butin. Agamemnon et ses généraux répartissent froidement ce fond vivant. C'est la forme suprême d'oppression psychologique. Des femmes qui, pendant de longues années, ont défini la politique de toute une région prospère, tisseront désormais éternellement la laine dans les maisons de ceux-là même qui viennent de transformer leur patrie en un brasier fumant. Le processus de mise en esclavage s'accompagne de cris, mais les soldats répriment instantanément toute résistance par des coups de hampe sourds. La machine bureaucratique des occupants
tourne sans relâche. Les prisonniers sont solidement ligotés, formant de longues chaînes humaines, et sont immédiatement conduits hors les bâtiments en flammes, vers le rivage noirci par la suie. Mais le pragmatisme des vainqueurs exige la résolution d'une autre tâche, d'une importance critique. La lignée de l'ennemi vaincu doit être totalement épurée. Astyanax, le jeune fils du héros défunt Hector, tombe entre les mains des occupants. Le garçon est le dernier héritier direct du trône troyen. Pour les commandants grecs, ce n'est pas un enfant. C'est une menace en sursis. C'est le futur chef d'une insurrection nationale et un vengeur potentiel. Le conseil de guerre prend une décision sans appel sur les marches couvertes de cendres du palais en feu. Pas de longues discussions, aucune pitié pour les vaincus. La sentence de mort est exécutée immédiatement, avec une précision mécanique. L'enfant est précipité du haut du plus haut mur encore debout, directement sur les rochers acérés à la base de l'acropole. Cette exécution sommaire, politiquement motivée, marque le point final et sanglant de l'histoire d'une grande dynastie. Le profit fabuleux des pillards est payé par des fleuves de sang et les cendres d'une époque entière, prouvant que le vainqueur rafle toujours tout. Le vainqueur rafle tout, ne laissant derrière lui que la carcasse fumante de la plus grande métropole de l'Antiquité. À l'aube du jour suivant, la cité jadis imprenable cesse définitivement d'exister en tant qu'entité politique. Agamemnon se tient sur la colline, noirci par la suie. Il contemple le brasier colossal. L'air est saturé de cendres grises. Le vent pousse d'épais flocons de suie à travers les rues dévastées. 10 longues années d'une attente épuisante s'achèvent sur un gigantesque charnier à ciel ouvert. Le commandant en chef de la coalition ne ressent aucune joie. Il n'y a pas de triomphe dans ses yeux. Son visage est un masque de calcul pur. La tâche logistique globale est accomplie. Le principal concurrent commercial est physiquement rayé de la carte économique de l'Égéide. Les trésors de l'État ont été raclés jusqu'à la pierre nue. En bas, sur le littoral calciné, se joue l'acte final du cynisme bureaucratique. Des milliers de survivants troyens sont rassemblés sur la rive. Ils forment une masse compacte et sans droit. Les prisonniers sont à genoux dans le sable mouillé. Des scribes militaires au visage sec comptent méthodiquement la marchandise humaine, gravant des marques sur des tablettes de bois. Les lourds navires de guerre achéens s'enfoncent profondément dans l'eau sombre. Leurs cales sont pleines à craquer. Le poids colossal des lingots de bronze pillés, la vaisselle d'or des temples, les foules compressées des nouveaux esclaves. Ce chargement n'est pas un rituel sacré de vainqueur. C'est le banal inventaire d'un État absorbé. L'illusion de justice se dissipe avec la fumée épaisse. Il ne reste que l'économie de guerre, nue et impitoyable. Mais le cours de l'histoire est un mécanisme d'un cynisme extrême. Quelques semaines plus tard, ces navires surchargés quitteront le rivage pour gagner la mer Égée. L'analyse des chroniques antiques fixe une réalité brutale. Beaucoup de ces rois conquérants arrogants ne reverront jamais leur port d'origine. Leurs flottes pesantes seront impitoyablement écrasées contre les récifs lors de violentes tempêtes d'automne. Les généraux survivants ne rentreront dans leur palais que pour recevoir un coup de poignard affûté de la part de leurs propres épouses, lasses d'attendre, ou de jeunes usurpateurs ayant pris le pouvoir. La campagne militaire, conçue pour un butin grandiose, lancera le processus irréversible de décomposition interne et de destruction de la civilisation mycénienne elle-même. Les vainqueurs ont été contaminés par la mort de leurs victimes. Tandis qu'Agamemnon partage les trophées sur la plage, un événement discret, mais d'une portée historique immense,
se produit à l'autre extrémité de la ville incendiée. À travers le brouillard matinal qui dissimule la chaîne de montagnes, un petit groupe s'éloigne. Ils avancent vite, en silence. C'est une poignée de survivants, dirigée par Aîné, un officier qui a eu la chance d'échapper à la boucherie nocturne. Il marche lourdement sur les pierres tranchantes. Il ne porte pas de sac d'or, mais son vieux père paralysé sur son dos. Il entraîne avec lui les rares fuyards vers l'inconnu total. Pour les sentinelles achéennes, s'ils avaient remarqué ces ombres, ce ne serait que la fuite misérable d'ennemis rescapés. Pour la grande histoire, c'est le début d'un nouveau projet géopolitique, encore plus grandiose. Des siècles passeront. Selon de nombreux historiens, ce sont les descendants de ce fuyard épuisé et couvert de suie qui poseront les premières pierres des fondations de la future Rome. Un nouvel empire insatiable grandira sur l'autre rive de cette mer. Il absorbera méthodiquement le monde antique, s'appuyant idéologiquement sur le mythe de sa grande origine troyenne. La tragédie et l'anéantissement total d'un État ne deviennent toujours qu'un matériau de construction pour les ambitions d'un autre. La chute de Troie en 1184 avant notre ère n'est pas un simple incident militaire local. C'est une rupture fondamentale. L'âge du bronze entame son effondrement rapide. Les règles établies de la guerre sont à jamais brûlées sur les autels détruits de l'Acropole. La fin de la grande ère des héros en armure est payée par une tromperie lâche et de sang-froid. Le monde assimile définitivement un nouveau standard militaire, d'une efficacité effrayante. Désormais, ce n'est plus celui qui a la cuirasse la plus solide ou l'infanterie la mieux entraînée qui gagne. C'est celui qui est capable de pénétrer la défense psychologique de l'adversaire. Celui qui sait utiliser les faiblesses d'autrui comme un bélier. L'indifférence froide du temps réduit en poussière les noms des simples soldats, ne laissant à la postérité que les lignes sèches des épopées et des ruines fondues par l'incendie. En bouclant cette chronique d'une destruction totale, il est crucial de reconnaître une vérité sans compromis. Les tours de guet les plus hautes, les blocs de calcaire les plus épais, les portes les plus lourdes, n'ont absolument aucune importance. L'imprenabilité des murs est une illusion fatale si l'ennemi se trouve déjà à l'intérieur de votre esprit. Les défenseurs de Troie ont perdu leur guerre bien avant que le premier saboteur achéen ne descende silencieusement le long d'une corde dans l'obscurité de la place endormie. Ils l'ont perdu au moment précis où ils ont laissé leur propre arrogance, leur cupidité et leur foi fanatique étouffer la voix de l'instinct de conservation élémentaire. L'histoire ne pardonne pas la naïveté, et un État qui compte sur l'imprenabilité de ses murs et croit aveuglément aux faveurs du destin s'effondrera inévitablement sous les coups des traîtres ou de sa propre stupidité. Dites-moi, en regardant le brasier de leurs illusions, auriez-vous laissé entrer chez vous un trophée sans en avoir vérifié les entrailles? Ou auriez-vous préféré le brûler sur le rivage, au risque d'attirer sur vous la colère des dieux?